plus, le sujet n'est pas forcément celui qui est le plus sexy de la matinée, c'est la partie financière. Voilà. Mais qui donne, en fait, qui donne les éléments de réalité et de concret par rapport à ce qui vient d'être expliqué avec beaucoup de brio par Thomas. Avant de commencer, si je puis me permettre. Bien sûr. Oui. Je voulais juste te présenter peut-être. Ah, tu veux me présenter? Ah, d'accord. Ok, je te laisse. Alors, Clémentine Langlois, tu es ex-animatrice du GA de Paris 15. Tu as été également candidate aux législatives de la première circonscription des États-Unis et du Canada en 2017 et tu es cofondatrice des Insoumis démocrates. À toi la parole. On peut applaudir. Alors, je pense que je vais rapidement introduire en fait ce qui m'amène ici aujourd'hui. Je pense qu'on est un certain nombre à avoir en tête dans les années 2012, 2013, 2014, comprendre que les choses sont en train de s'aggraver et qu'il y a des urgences importantes à traiter. Moi, personnellement, j'avais en tête systématiquement ces 17 personnes qui se sont réunies le 27 mai 1943 et qui ont écrit le programme Les Jours Heureux. C'était vraiment quelque chose d'important pour moi. Et je me disais, mais je vais participer à la rédaction de l'Avenir en commun, et qui avait été effectivement coordonnée par Charlotte Girard et Jacques Généreux, parce que c'est une urgence démocratique, et ça a été pour ça que d'ailleurs que ça a été mis dans le premier chapitre, l'urgence démocratique et l'urgence première pour qu'on puisse lutter contre toutes ces extrêmes qui arrivent et qui sont à nos portes. De la même manière que le 27 mai 43, on avait les nazis les 17 personnes à quelques mètres d'eux, ces nazis, etc. Aujourd'hui, on a aussi une certaine forme de nazis qui sont à nos portes. Et je pense que cette assemblée aujourd'hui, c'est mon grand espoir, c'est qu'on puisse aussi construire les jours heureux de demain. Alors quand je me présente, alors je suis quelqu'un d'assez timide, qui n'est pas habitué à prendre la parole, mais quand on me demande de prendre la direction de la campagne de la France Insoumise USA-Canada, j'ai beaucoup d'espoir, c'est beaucoup comme vous tous, hein, c'est beaucoup d'engagement, c'est beaucoup de nuits difficiles, de journées compliquées. Et je suis très heureuse à la fin de cette campagne que 3333 personnes, dans un contexte aussi difficile, puissent s'engager pour porter l'avenir en commun. Alors, il y a une petite voix qui me parle à ce moment-là, un de nos camarades qui était spécialiste de la structuration des partis politiques et qui me dit « Mais Clémentine, tu devrais tout de suite créer une association ». Alors, je ne comprends pas trop ce qu'il veut dire par là, etc. Mais c'est cette petite voix qui qui m'a mis sur la voie, en fait, de ce que tu as expliqué, Thomas, des deux France Insoumises, et puis de la façon dont sont financés les partis politiques aujourd'hui, principalement à partir des législatives. Donc, j'ai fait un petit PowerPoint pour m'aider à clarifier toutes ces idées. Je vais vous présenter globalement tous les sujets qui tournent autour de la finance de la France insoumise. Donc d'abord, il y a un contexte légal qu'il faut bien comprendre. Ah oui, d'accord, oui, c'est vrai, j'ai oublié. Un petit souci technique. Petit souci technique. C'est ça. Attends. C'est pas grave, on a la salle jusqu'à 23h. Mais demain. Celui-là ? On va le relancer. Ah, ça y est. C'est parti. C'est parti. Donc, le contexte légal, je pense que c'est important pour bien comprendre la partie financement. Comme tu l'as expliqué, c'est important de comprendre comment fonctionne le financement des partis politiques. Donc, effectivement, à l'origine des différentes affaires politiques compliquées, l'affaire Urbain, les emplois fictifs de la mairie de Paris, en 1988, à l'initiative de Jacques Chirac, il y a la création de la loi de financement des partis politiques qui définit les règles qui devraient lutter contre la corruption des partis politiques. Elle doit aussi assurer l'intégrité du système politique et renforcer la confiance des citoyens et donc lutter aussi d'une certaine manière contre l'abstention.
On a adossé à la loi du financement des partis politiques, la loi Sapin II, qui a été adoptée en 2016, qui impose effectivement de publier les comptes en ligne. Alors ça, je vais vous faire des petits graphiques qui synthétisent l'ensemble des éléments qu'on trouve de manière totalement ouverte justement sur les sites où il y a la diffusion comment dire, des comptes en ligne, et vous allez pouvoir voir comment fonctionne effectivement le parti. On a aussi la possibilité d'avoir un registre national des bénéficiaires, et là aussi c'est très intéressant d'y regarder qui effectivement participe à la réalisation des services demandés par les partis politiques. Je vous convie d'y regarder plusieurs fois. Outre les règles, alors ça c'est un sujet que personne n'aborde dans les médias, mais qui est très très important, c'est outre les règles de financement, la loi prévoit aussi la possibilité de réaliser des contrats techniques entre les partis. Donc un contrat technique, c'est deux partis qui décident de s'arranger sur différents sujets, soit pour coordonner une campagne, sur un projet législatif ou réglementaire, la mise en œuvre de politiques publiques, une coalition de gouvernement comme en 2012 où le Parti socialiste et le Parti radical avaient défini les bases d'une collaboration pour des raisons politiciennes. Donc le contrat technique peut être une chose positive si c'est dans un cadre transparent, ouvert et connu de l'ensemble des militants de ces partis, mais moins acceptable si ces contrats techniques entre ces partis se font contre le programme même qui a été validé par les militants et contre l'idéologie d'une manière générale. Ça c'est important et de le savoir, parce que peu de militants comprennent certains accords qui pourraient y avoir entre un parti et un autre, et ces contrats techniques sont souvent non transparents. Donc, ce qui est important aussi, c'est que la loi de finances publiques a dans la logique de financer plutôt l'action locale, puisque c'est un financement issu des législatives, donc plutôt dans une logique de financement local et des groupes d'action finalement. Et donc, on voit que son esprit a été dénaturé, même dans l'objet même de ce que tu disais, des statuts, pour financer finalement des présidentielles qui sont non pas des campagnes législatives locales. La participation active des militants qui devrait être au cœur des programmes, la sélection des candidats et la mise en œuvre des actions du parti ne sont pas du tout abordés dans cette loi. Donc ça, moi, je pense que c'est un point important qui devrait évoluer dans cette loi pour qu'il y ait des obligations, effectivement, d'adhérents, un minimum d'adhérents dans ces partis politiques, et que la démocratie interne de ces partis soit réelle. Donc, il existe effectivement de nombreuses failles dans cette loi. L'effectivité du contrôle, les délais de publication. On n'a toujours pas les comptes de campagne, pas les comptes de campagne, mais les comptes des partis politiques de 2022. Ça met un certain temps, donc c'est toujours à rebours qu'on va avoir l'information. Et finalement, quand l'information est trop tardive, elle perd de sa substance pour les journalistes, entre autres, et pour le commun des mortels. Alors, donc, je pense que toutes ces problématiques dans la loi de financement public est aussi à l'origine du taux d'abstention. Il est facile de dire c'est la faute du peuple de ne pas voter, ils ne comprennent rien, etc. Le vrai sujet, c'est plutôt, je pense, la désillusion des électeurs face à un système politique qui ne les représente plus ou qui n'est plus audible. Alors, juste rapidement, la loi de financement public, c'est trois parties. Il y a 70 millions d'euros officiellement qui sont distribués aux partis politiques en 2023. Il y a une première partie qui sont en fonction des résultats des législatives, réservée aux partis ayant obtenu au moins 1% des suffrages exprimés dans au moins 50 circonscriptions. Une seconde partie, proportionnellement au nombre de députés élus qui ont déclaré ce parti au bureau de l'Assemblée. Par exemple, dans la circonscription dans laquelle j'ai été candidate, les 3333 voix que j'ai obtenues correspondent à peu près à 30 000 euros de financement qui n'ont pas été utilisés
pour la vie politique locale en Amérique du Nord, mais utilisée par le national sans que les groupes d'action locaux puissent avoir ne serait-ce que 100 € pour créer un petit café de fin de campagne ou j'en sais rien, enfin même pas le tract, etc. Ce financement public, effectivement, est là pour contribuer aux inégalités entre les partis et favoriser la participation des militants de petits partis. Alors là, on voit très bien que ce n'est pas du tout le résultat obtenu. Il y a aussi dans la loi de financement public la possibilité d'avoir des dons de personnes physiques selon des modalités, etc. Et donc, comme tu le disais très justement, Thomas, ça doit être constitué en association de 1901 avec un mandataire financier et peut recevoir des cotisations d'adhérents. Dans les statuts, d'ailleurs, c'est prévu qu'il y ait des adhérents, mais on va voir en termes de chiffres qu'il n'y a aucun chiffre déclaré jusqu'en 2021 sur les cotisations d'adhérents. Donc, pas de cotisation, on peut imaginer qu'il n'y en a pas. Donc, là, pour moi, la loi de finances publiques n'assure pas, en fait, aujourd'hui suffisamment cette équité pour les partis politiques et ne fait pas ce qu'elle devrait faire, c'est-à-dire favoriser le débat local, la démocratie locale, etc. En pratique, les petits partis n'ont n'ont presque pas d'argent ou ils n'ont pas les moyens de pouvoir être visibles et rentrer dans l'architecture de la loi. Voilà. Je passe assez vite parce qu'autrement, ce mécanisme qui devait soutenir l'engagement des militants ne permet pas aujourd'hui de les soutenir. Et c'est pas simplement la France insoumise qui est en cause. Il y a d'autres partis comme La République en marche qui n'a pas aussi d'adhérents et qui donc a de la même façon une façon autocratique de fonctionner. Je vais passer un peu plus. La transparence financière est indispensable, je pense, pour permettre aux militants, effectivement, de comprendre ce qui se passe dans leur mouvement, et puis surtout de pouvoir avoir des financements suffisants pour pouvoir engager des actions qui sont spécifiques à leurs besoins au niveau local. Aujourd'hui, un groupe d'action n'a même pas les financements pour éditer des tracts, pour avoir une salle à louer, pour pouvoir continuer d'exister, etc. Donc ça, c'est des vrais sujets. Oups. Donc je passe maintenant un peu plus rapidement au fond du sujet pour vous donner quelques chiffres. Alors j'espère que je ne vais pas vous embêter avec tous mes chiffres. Donc comme le disait Thomas... tout le monde les attend, en fait. D'accord. Enfin, des chiffres. Ah oui, donc mais tout le monde peut y accéder. Hein. J'ai pris strictement que les chiffres qui sont disponibles de manière officielle sur les sites dédiés. Hein. Donc c'est une association de loi de 1901. 3 personnes président trésorier, on en a parlé. Modalité d'adhésion, on en a parlé. Et Assemblée générale d'association, on en a parlé aussi. Donc, tu as parlé aussi d'associations dites de fait, donc je n'ai pas trop à revenir là-dessus. C'est pas d'adhérents, etc. On passe là-dessus. On arrive aux chiffres. Voilà. Ouais. Alors là, une première vision globale. Hein. Donc j'ai repris strictement les chiffres qu'on trouve sur les fichiers Excel que vous trouverez sur DataGouv, Dataset, compte de parti et groupement politique. Il suffit de les télécharger et de les concaténer pour arriver à ces chiffres. C'est pas très compliqué à faire. Donc là, on a les chiffres aujourd'hui disponibles pour la France insoumise que de 2017 à 2021. Donc évidemment en 2017 zéro puisque le parti n'avait pas encore reçu de subsides puisque les législatives ont eu lieu en mai et le temps de recevoir le financement public. Il y a un décalage. Il y a un décalage, voilà. Donc on voit que globalement en termes de financement, la France insoumise sur cette période a perçu entre 4,2 millions et
non, 4 millions 4 et 3 millions 7 de subsides venant directement de l'engagement des groupes d'action sur le terrain au niveau des législatives. Donc c'est bien le financement des législatives, c'est-à-dire donc le travail sur le terrain des groupes d'action qui a permis de récupérer pour la France Insoumise, c'est-à-dire dirigé par ces 3 personnes, ce financement. Sachant que rien n'a été, en tout cas, ou quasiment rien n'a été redistribué au niveau des groupes d'action, en tout cas de tous ceux que je connais. Une autre vision de ce sujet, c'est les dépenses. Hein. Donc j'ai pas mis toutes les dépenses, j'ai mis les plus signifiantes. Ouais. Les plus signifiantes. Hein. Donc on a les prêts aux candidats. Alors on voit qu'il y a 2 millions de prêts aux candidats au niveau de 2019 pour les campagnes européennes, hein, typiquement. Enfin j'imagine, hein, puisque c'était les élections européennes en 2019. Il y a de grosses charges en termes de salaire et traitement, hein, puisqu'il y a quand même un certain nombre de personnes, on va le voir plus tard, qui sont aujourd'hui qui sont salariés de la France Insoumise. Et puis tout le reste, ce sont principalement des honoraires. Il y a beaucoup d'honoraires de juristes, hein, beaucoup d'honoraires, et beaucoup de choses sur les déplacements, les locations. Alors on va revenir sur la location des bureaux, parce que ça, c'est des sujets assez importants. Et puis tout ce qui est congrès, manifestations. Tous ces sujets étant plutôt pour concentrés sur la campagne nationale que sur les législatives. Alors, si on reprend juste la partie macro, c'est le total des produits et des charges. Hein. Donc, on voit quand même qu'il y a toujours un certain excédent, hein, qu'on peut 2 millions en 2018, 2,5 millions en 2019. Enfin bref, il y a quand même des excédents systématiques de l'ensemble budgétaire de la France Insoumise. Après, on a effectivement là une autre vision, c'est plus la vision macro, c'est la vision par les gros postes de recettes. Hein. Donc là, on voit très bien, hein, c'est très clair, il n'y a pas de cotisation des adhérents, donc de facto, 0. On peut très bien imaginer qu'il n'y a pas d'adhérents, hein, c'est clair, c'est chiffré, hein, en tout cas jusqu'en 2021. Et puis, en termes d'élus, c'est pareil, je crois qu'il y avait quelques milliers d'euros, mais il n'y en a pas, quoi. Hein. Entre 2017 et 2021. L'aide publique, on la voit très bien, hein, c'est la principale recette. Et puis, les dons de personnes physiques, il y en a quand même pour 4 millions d'euros de dons de personnes physiques. Donc, mais bon, ça, c'est tout à fait logique aussi. Hein. Je vous ennuie pas, ça va ? Non, c'est parfait. Alors... Sur la partie dépenses, c'est pareil, c'est une vision plus détaillée de ce que j'ai montré en amont. Il y a les contributions versées aux candidats. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans, je ne sais pas, mais bon, il faudrait regarder, mais ça, on ne les a pas, les informations. Hein. Il y a un certain nombre de contributions versées aux candidats. Il y a plus d'1,5 million, 7 de congrès, de manifestations et universités. Beaucoup de choses sur la communication, la presse, les publications télévisées, la télévision, etc. et sites internet. Il y en a pour plus d'1,5 million. 1,5 million, ouais. L'allocation, les redevances et crédits bail et les charges locatives qui ne font que croître. Mais ça, on va voir en 2023, avec les chiffres qu'on a aujourd'hui, c'est bien pire. Donc c'est quand même la location de bureau est importante. Le déplacement des frais de mission, les honoraires d'avocats, ça on en a déjà parlé, les autres charges externes. Mais alors ça, ce sont des charges qui ne sont pas définies dans le... Enfin, il n'y a pas de détails, hein, donc autre charge, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Salaire et traitement et les prêts aux candidats. Hein, donc il y a quand même plusieurs millions de prêts aux candidats qui sont sans doute remboursés sur une vingtaine d'années a posteriori, hein, j'imagine. Hein, donc pareil, on ne sait pas qui a reçu ces millions, j'en sais rien. C'est pas nous. C'est pas moi. Alors, la seule chose qu'on sait pour 2023, parce que on n'a pas les infos de 2022, mais on a les infos de 2023. Sur 2023, donc, on a sur Wikipédia, alors je ne sais pas si c'est une source vraie, mais c'est la seule chose qu'on ait trouvée sur Internet et d'une manière officielle. Donc oui, c'est ça. Donc on a 5 275 406 euros d'aide publique pour la première fraction pour le 2023, hein, et 2 600 000 pour la seconde fraction.
Donc le total financement public par an est estimé à peu près à doit être de l'ordre de 8 millions d'euros. Si on divise par le nombre de GA, disons qu'on en a 1000 GA. Hein. Je ne sais pas si on en a 1000, mais en tout cas, ça représenterait quand même 8 000 euros par GA en termes de financement pour faire vivre la démocratie locale, faire des actions pour pouvoir convaincre et se battre contre ces idées d'extrême droite qui sont en train de pourrir nos territoires. Donc, j'ai repris, alors ça, vous en avez parlé aussi, les informations concernant la France insoumise, donc un mouvement ouvert, populaire, humaniste et inclusif. C'était juste ça que je voulais dire. Et donc là, on a aussi, suite à l'Assemblée représentative de juin 2023, il a été publié sur le site, dans l'onglet Transparence financière, deux schémas qui reprennent d'une part les recettes et le remboursement de prêts de janvier à mai 2023. Alors là, on voit remboursement de prêts présidentiels de 1 million, c'est ça, d'euros. Bon, cotisation d'élus. Alors là, il y a des cotisations maintenant en 2023. Il faudra voir a posteriori la réalité dans les comptes qui seront publiés sur les sites officiels. Hein. Pour l'instant, c'est du déclaratif. Hein. De 325 000 euros, de remboursement de prêts aux législatives de 250 000 euros. Quand on sait que effectivement, il y a eu plusieurs millions de prêts aux candidats dans les années précédentes, comme on l'a vu dans les chiffres. 250 000, c'est important, mais bon. Oui. On a des questions à se poser. Les dons et les dons de caisse de grève. Alors, c'est ça aussi. Je ne sais pas comment les dons de caisse de grève vont être, vont être publiés. Enfin, tout ça, c'est pas tant pour dire que les chiffres ne sont pas vrais ou sont pas les bons. L'idée, c'est que nous, en tant que militants de la France insoumise, on devrait pouvoir avoir une visibilité, une compréhension, et avoir notre mot sur ce qu'on veut vraiment et comment on le veut. Enfin, je pense que c'est plutôt sur la décision. Oui, vas-y, Thomas. Une cotisation, normalement, ça va pas avec adhésion ? Non. Pas forcément, on peut cotiser un truc qu'on n'est pas adhérent. Oui, mais justement. Oui, c'est ça. Il me semble que c'est 13% des élus régionaux, nos députés et élus européens. Oui, mais je vous rappelle que ces personnes ne sont pas adhérentes au parti. Donc, mais c'est pas des moi, je n'appelle pas ça une cotisation, j'appelle ça un don. Parce que finalement, elles donnent de l'argent à une association dans laquelle elles ne sont pas. Vous voyez ? Et d'ailleurs, j'insiste là-dessus parce que nous, on a eu, par hasard, il y a une polémique qui a été mise sur la boucle Telegram de la Terre, où quelqu'un nous a indiqué que Raquel Derrido ne cotisait pas. Mais moi, je la comprends. Puisque moi, si j'adhère à une association, je cotise en échange d'une adhésion qui me donne un droit démocratique dans l'association. En France, c'est pareil. Je paye mes impôts et j'ai le droit d'intervenir sur la vie de la nation. Eh bien, moi, je serais comme Raquel Derrido. Si je ne suis pas dans l'association des trois, je ne leur donne pas d'argent, parce qu'en échange, je n'ai pas de droit démocratique. Vous voyez, c'est pas une cotisation, on leur demande un don qui a une existence de cotisation. Quelque chose qui est encore plus extraordinaire, c'est que les graphes que vous voyez là, ils viennent du site LFI. D'accord ? Et le site LFI, il est indiqué le mouvement ceci, le mouvement cela, vous savez, les 10 trucs, le mouvement imbériant. Et si vous regardez qui est l'éditeur du site LFI, c'est des mentions légales. C'est qui ? Le parti LFI. C'est tout ce que j'avais à dire. Ben oui, exactement. Parce que le mouvement n'a même pas, de toute façon, n'a pas d'argent. Oui, non, ce qui peut se poser, c'est que tu as totalement raison. Ça, est-ce que ce sont des chiffres d'un mouvement qui ne ou tu vois, c'est les chiffres du parti, parce que le mouvement n'a pas de compte en banque, c'est la loi. C'est pour ça que ça pose il y a plusieurs questions légales derrière. En tout cas, moi, ce que je retiens aussi, c'est qu'il y a pas mal de fantasmes autour de ça. Et pour l'avoir aussi vécu en boucle départementale, les élus nous affirment, parce que ce papier vient peut-être d'un journal qui ne veut pas que du bien, qui cotise pas, qui verse pas, que ça soit une cotisation ou un don, c'est très difficile de le savoir. En fait, au fond, c'est ça que tu soulignes, en fait.
Oui, non, mais de tout à fait. Mais de toute façon, comment dire, ces chiffres seront forcément reportés dans le tableau de chiffres qui sera présenté l'année prochaine, etc. Et on pourra voir que peut-être ça aura évolué. Mais pour l'instant, aujourd'hui, il n'y a pas de cotisation ni de dons des élus, quoi. Donc le problème, il est exclu jusqu'en 2021, en tout cas en termes de visibilité. D'accord. En termes de dépenses, bon, il y a énormément de choses. Alors par contre, il y a des choses assez surprenantes dans ce qui est fourni de manière officielle sur le site La France Insoumise. C'est particulièrement pour les 5 premiers mois de 2023, c'est le coût du siège. Hein. Si on fait le chiffre comme ça ne veut pas dire grand-chose, mais si on fait par exemple 360 000 euros sur 5 mois, ça fait 864 000 euros par an, rien que de location. C'est quand même assez important. Sur une base de 500 euros de mètre carré, alors évidemment, j'en sais rien, c'est peut-être plus ou c'est peut-être moins, ça fait quand même 1700 mètres carrés dans Paris. Tout ça, je ne dis pas que c'est faux, mais je dis qu'on pourrait peut-être se poser des questions, nous, alors qu'on a beaucoup de besoins au niveau des groupes d'action, au niveau des GA, pour des actions vraiment importantes, est-ce qu'on a vraiment besoin de 1700 mètres carrés de bureaux loués à Paris? Je ne suis pas sûre. En termes de personnel, sur 5 mois, c'est écrit 620 000 euros sur 5 mois, donc ça fait 1,5 million par an. Sur une base moyenne, charge incluse de 35 000 euros, ça fait quand même plus de 40 personnes. Alors, je ne sais, ce sont des hypothèses, mais on a besoin de renforts au niveau local pour pouvoir nous battre contre ces idéologies d'extrême droite qui sont de plus en plus importantes. Ah, c'est marqué siège, hein, c'est marqué locaux siège. Hein. Oui, bien sûr. Mais, juste pour les questions, on a un temps qui est prévu vraiment après. On est déjà très en retard, donc on va pas y arriver sinon. Oui. Bon, après les questions. Merci. Vas-y Clémentine. Enfin, il y a vraiment des choses. Je ne remets pas en cause ces chiffres. Simplement, je pense que c'est la décision de l'utilisation de ces fonds qui sont issus du travail des groupes d'action sur le territoire, qui sont là pour financer les législatives, qui sont issus du travail pendant les législatives, des travails des militants. Et moi, je trouverais normal. Et c'est mon point de vue, qu'on puisse avoir un droit de regard et de décision autour de l'utilisation de ces fonds. C'est juste ça. Donc, juste pour conclure, oui, c'est le manque de transparence et des fonds, c'est quelque chose qui perdure depuis 2017. C'est pour ça qu'avec les Insoumis démocrates, on avait déjà soulevé plusieurs fois ce sujet. Limiter la centralisation des décisions limite l'autonomie des groupes locaux et les empêche de répondre à leurs besoins spécifiques. Et donc aussi limite le débat, la démocratie locale et permet aux extrêmes finalement de pouvoir proliférer aujourd'hui dans l'ensemble dans nos régions et c'est une catastrophe parce que globalement aujourd'hui le sujet il est pas tant au niveau national qu'au niveau local et c'est là où se trouve vraiment nos actions militantes qui est important de revigorer. Voilà. Globalement, la non-obligation de démocratie interne, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui nuit non pas seulement aux insoumis, mais globalement à tous les citoyens français, à la République, et qui est la source première de l'abstention aujourd'hui et de la montée de l'extrême droite. Super. Merci Clémentine.